Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et aujourd'hui, nous recevons Harry Halimi, avocat, membre du Bureau national de la Ligue des droits de l'homme. Et vous êtes auteur de L'État hors la loi, logique des violences policières, aux éditions de La Découverte. Un livre qui revient un peu sur la mécanique de l'utilisation de la violence par l'État. Les affaires se sont multipliées. Vous avez défendu de nombreuses victimes de ces violences policières, même si les responsables politiques ne veulent pas en parler. Comment vous définissez-vous la violence policière ? Si je devais la définir comme Emmanuel Macron, je vous dirais que ça n'existe pas, puisque c'est un leitmotiv chez la plupart des représentants politiques. Ils me disent, et même quand on leur montre des vidéos, je me souviens d'ailleurs d'une émission, un complément d'enquête récent, avec Laurent Nunez qui était invité en fin d'émission, et c'était une émission sur les violences policières. On lui montre une vidéo de membres de la Brave M, vous savez, cette unité motorisée de police qui a été initiée par le préfet Lallemand, et on lui montre une moto en train de rouler sur un étudiant, volontairement, et on lui demande, et là donc, ce sont des violences policières. Et le préfet de dire, c'est une question de contexte. Et donc de ne jamais reconnaître ce mot-là. Alors comment moi je la définis ? D'un point de vue juridique d'abord, puisque je suis avocat et que je suis juriste et que j'ai essayé d'ailleurs dans ce livre d'aller essayer de casser quelques mythes et quelques idées préconçues sur les mots. Et les violences, ce sont les violences volontaires, c'est-à-dire des atteintes à l'intégrité corporelle dans le code pénal. Et c'est comme ça qu'on doit définir les violences. Commises par des policiers, il y a une circonstance aggravante qui est les violences volontaires ayant été commises par des personnes dépositaires de l'autorité publique, et donc ça entraîne une aggravation de la peine, contrairement à ce qu'on peut penser, contrairement à ce qu'on peut voir aussi habituellement. Donc voilà comment je définis ces violences policières. Ça, c'est la définition juridique. On se rend compte qu'il y a aussi un contexte politique et que les violences policières se sont multipliées. Et la question, c'est de savoir pourquoi. Et c'est aussi l'une des raisons de ce livre. Alors pourquoi justement? Non, parce que on voit, vous parlez de la Brave M qui s'est encore illustrée récemment, puisque 2 de ces motards ont écrasé un piéton, un de 84 ans qui traversait alors que le feu piéton était vert à Paris. On l'a appris récemment, l'enquête est en cours, mais encore une fois, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ne pas éviter un piéton si on roule normalement? Et puis de nombreuses aussi violences qui ont émaillé la carrière courte mais riche de la Brave M. On parlait des faits qui sont filmés. On parle beaucoup des faits filmés. On se rappelle tous de la mort du jeune Naël qui a été filmé. La version des faits policiers a été contredite par ces vidéos. Mais il y en a qui ont été victimes aussi de ces tirs policiers et qui n'ont pas été filmés. Je pense au jeune de 19 ans, Alhoussen Camara, un Guinéen qui a été tué au volant de sa voiture. Là, pas d'image et résultat... Alors, résultat, quand même, une instruction avec... ça a été révélé par vos collègues, vos confrères de Mediapart et de Radio France également. Une instruction avec une mise en examen pour homicide volontaire. Ce qui est assez rare pour le souligner. Même qualification d'ailleurs que pour Naël. Alors, après moi, je m'exprime... j'ai 2 difficultés pour m'exprimer en tant qu'avocat. Premièrement, je m'exprime jamais sur les dossiers qui sont suivis par des confrères. C'est une question de fraternité. Et la deuxième chose, c'est que je suis soumis au secret de l'instruction, auquel je crois profondément. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner des éléments qui figurent dans les dossiers que l'on suit, qui sont en instruction, sinon on peut être poursuivi pénalement soi-même. En revanche, je peux évidemment faire état de ce que vos confrères de la presse font, et font état. Et dans le dossier d'Alhoussen Camara, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, c'était 1 semaine avant le décès de Naël, et on voit un monsieur qui roule, normalement, qui va être pris en charge, c'est-à-dire poursuivi par des policiers. Il va mettre son clignotant, il va s'arrêter au feu rouge et il va se prendre une balle dans le dos. La question, c'est comment ça se passe tout ça? Je suis pas sûr, et je suis même presque sûr que les policiers ne se réveillent pas le matin pour aller tuer des gens. Non, ça c'est évident. Je suis même sûr que non. En revanche, la question c'est qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un policier à ce moment-là?
au moment où il va lever la matraque, où il va taper quelqu'un, ou au moment où il va prendre son arme, appuyer sur la gâchette. Souvent d'ailleurs dans ces dossiers que l'on appelle entre guillemets refus d'obtempérer, où il y en a de plus en plus. D'ailleurs dans ces dossiers, il y a un texte légal qui a été adopté en 2017 sous le gouvernement de Valls-Cazeneuve et François Hollande. Donc vous voyez, ça vient pas forcément de la droite ou de la gauche, tout le monde était un petit peu à la même enseigne, et qui a complexifié les modalités ou les conditions d'usage des armes. Ce qui fait que un policier, quand il a une fraction de seconde pour tirer, quand on lui a dit oui, là tu peux tirer, mais pas vraiment, mais tu peux pas, mais tu peux, c'est très compliqué pour eux, et donc ça change en une fraction de seconde, et ça peut créer des dégâts. Moi, je pense vraiment que la loi, le législateur, la façon dont on interprète la loi, par exemple, après cette loi de 2017, il y a le directeur général de la police nationale qui était pas très content de la façon dont le législateur avait travaillé, et donc qui a ouvert les conditions en disant je fais une note et j'interprète la loi. Et cette interprétation, elle peut avoir des conséquences en termes de formation, en termes de recrutement, en termes, il y a aussi une idéologie qui émane des syndicats de police, tout ça. Globalement, c'est ça qui va guider l'action et le comportement du policier. Et les violences policières, c'est pas tous les policiers qui sont violents. Loin s'en faut. Peut-être que je pense que la majorité ne l'est pas. En revanche, c'est un ensemble de dispositifs administratifs, de discours, de façon d'être, de stimulation, le virilisme qui existe dans la police, qui fait que les policiers vont tirer alors qu'ils ne devraient pas tirer. Mais Emmanuel Macron parle de décivilisation, de la violence des mots, de la violence sur les réseaux sociaux, etc. Mais jamais il ne parle de la violence aussi face aux manifestants. On a vu, au-delà des bavures policières, la répression qui s'est abattue sur les gilets jaunes. Vous avez aussi défendu certains d'entre eux. Est-ce qu'il y a eu un avant et un après Emmanuel Macron? Est-ce que la présidence Macron, c'est aussi l'entrée dans une utilisation de la force différente des mandatures précédentes? Ça a commencé un peu avant Emmanuel Macron, objectivement. Il y a toujours eu des violences policières, de tout temps. À une époque, c'était les ouvriers qui étaient en grève, qui étaient victimes de violences par une répression policière à la solde des patrons qui voulaient casser les grèves, par exemple. Il y a toujours eu des violences dans les quartiers populaires depuis la fin de la décolonisation, depuis la décolonisation et la fin de la colonisation, et l'arrivée d'une population issue des pays anciennement colonisés, avec un regard spécifique et une action et un comportement spécifique de la police sur ces populations liées à la création de certaines unités. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je pense qu'il y a une violence contemporaine dans le maintien de l'ordre, qu'il y a eu une brutalisation du maintien de l'ordre, on peut parler de ça, et qu'elle a commencé plutôt au moment de Nuit debout, au moment de la loi travail, des contestations contre la loi travail. Emmanuel Macron qui était à la manœuvre, pas à l'Élysée, mais c'est la loi Macron, la loi travail en réalité. Certes, mais à l'intérieur, on avait plutôt Valls et Cazeneuve. Donc je crois que c'est inhérent au pouvoir, l'usage d'une violence qui peut être disproportionnée contre la population. Vous avez deux philosophes qui définissent bien un théorème qui est assez intéressant, Hannah Arendt et Walter Benjamin, qui disent concrètement que quand on a un pouvoir politique qui est très fragile, qui a peu de légitimité, c'est-à-dire peu d'adhésion dans la population, il a plutôt tendance à user de la violence de manière disproportionnée. Je crois que c'est ce à quoi on assiste depuis quelques années, notamment avec une aggravation terrible depuis Emmanuel Macron, parce qu'on a une légitimité très faible du pouvoir politique. Et des réformes qui vont aussi parfois à l'encontre de la voix populaire. On parle de la réforme des retraites et d'autres choses, mais il y a cette question de la violence légitime aussi qui revient dans votre livre. Est-ce qu'il y a des lois, est-ce qu'il y a un encadrement de cette violence légitime, ou est-ce que c'est un concept fumeux en fait qui peut aller trop loin? C'est justement l'une des réflexions que j'ai eues dans ce livre. Souvent, on entend les représentants politiques, le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, avant lui Castaner, tous, Emmanuel Macron, ils parlent tous. Et moi, quand je suis en audience, j'entends les procureurs le dire. Et je suis un petit peu fasciné, ils disent tous, l'État dispose du monopole de la violence légitime. Et je pense que la plupart de vos auditrices et de vos éditeurs pensent que cette phrase est vraie.
j'ai donc essayé de voir à quoi elle correspondait. D'abord, j'ai été voir de qui était le premier à en avoir parlé. C'est condition minimale chez les États, c'est qu'ils se revendiquent tous du monopole de la violence légitime, c'est-à-dire d'avoir un privilège de violence sur la population. Sauf qu'il dit pas qu'ils détiennent, il dit qu'ils se revendiquent. Et en plus, un sociologue, ils disent voilà ce que j'observe. Le problème, c'est que le pouvoir politique s'est servi de cette phrase et a dit nous, on dispose désormais du monopole de la violence légitime. Et en réalité, moi, j'ai été regarder le code pénal, le code de la sécurité intérieure, et je me suis rendu compte que, pour résumer, l'usage de la violence, il est identique que l'on soit policier, représentant de l'État et État, ou non. Tout usage de la violence est une infraction pénale et qu'il y a derrière ce qu'on appelle des exceptions, des faits justificatifs. Et ces faits justificatifs, ce sont les mêmes que l'on soit policier ou pas. On va en parler dans un instant. On se retrouve avec notre invité Arié Halimi et le standard, bien sûr, pour lui poser vos questions. 0826 300 300 sur Sud Radio. À tout de suite. C'est Gilles Grossman, je vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël avec Sud Radio. Bonne fête avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. Alexis Poulain. Et on se retrouve pour ce face-à-face avec notre invité Arié Halimi, avocat et membre du Bureau national de la LDH. On parle de votre livre, bien sûr, L'État hors la loi, les logiques des violences policières aux éditions de la Découverte. On parlait de ce concept à l'instant de violence, du monopole de la violence légitime, à la fois de stock de grenades lacrymogènes, les nouveaux blindés, 90 nouveaux blindés commandés, l'évolution aussi de la doctrine sur les tirs de LBD qui passent à 3 mètres dorénavant. Est-ce que là, on voit un changement très rapide ces dernières années vers une force de protection et une force de répression? Oui, et puis d'abord, il suffit de voir l'accumulation des textes sécuritaires et des prérogatives données de plus en plus aux policiers, soit sous l'impulsion des syndicats qui sont dans une concurrence effrénée par rapport à leur base policière, soit parce que c'est une idéologie de chaque gouvernement. Mais globalement, je crois que le gouvernement actuel anticipe sur un accroissement de la contestation sociale et l'accroissement de la friction entre la population et l'État. Pourquoi ? Parce que, évidemment, on le sait, l'inflation augmente, qu'il y a une dégradation du niveau de vie progressive d'une plus grande partie de la population. C'est ce qu'on avait déjà observé juste avant le mouvement des Gilets jaunes et qui avait causé l'avènement du mouvement des Gilets jaunes, d'ailleurs. Carbone et l'inflation. Bien sûr. N'était pas là à l'époque, mais qui est devenue une réalité terrible. C'était une classe moyenne inférieure qui avait peur d'être déclassée et de devenir pauvre. Les mouvements des Gilets jaunes, c'était ça. Et pourtant, on les a accueillis avec des LBD 40. On a mutilé beaucoup de ces personnes que je défends aujourd'hui et qui voulaient simplement avoir une écoute, une attention, quelque chose de bienveillant. Et au lieu de ça, ils ont eu une réponse d'une violence effrénée. Donc je pense que le gouvernement anticipe là-dessus parce qu'il maintient une politique qui consiste à casser le service public et à fragiliser toute la société civile et à favoriser évidemment les plus riches. Globalement, il y a une augmentation des inégalités avec une théorie selon laquelle si on favorise les entreprises et les plus riches, eh bien il va y avoir une forme de ruissellement sur les plus pauvres. On voit que c'est tout l'inverse. On voit qu'il y a un accroissement des inégalités et donc qui dit accroissement des inégalités dit colère populaire, exaspération sociale. La seule façon de faire face à cela, c'est de mettre la police comme par avant. Et donc, oui, ce gouvernement utilise de plus en plus sa police et la violence pour répondre à une exaspération sociale. Oui, donc il prépare une confrontation, c'est ce que vous dites. Oui, il anticipe sur un accroissement de la violence populaire, bien sûr. Mais est-ce que la police est consciente, finalement, de son rôle de bouclier de classe ? Parce que c'est ce que vous dites, il serait là pour protéger les intérêts plutôt que de protéger les populations. Je suis persuadé qu'ils en sont conscients, pour la simple et bonne raison que je discute avec beaucoup de policiers et de policières. Il n'y a pas très longtemps, j'ai discuté avec un ancien membre d'une CRS spécifique qui me dit, voilà, moi j'ai quitté cette CRS pour la simple et bonne raison que j'ai compris ce qu'on attendait de moi.
c'est-à-dire de venir au contact de la population, c'est-à-dire de casser, de percuter. Et je suis pas rentré dans la police pour faire ça. Donc j'ai préféré rejoindre la police judiciaire. Et en plus, je suis pas très content parce qu'ils sont en train de casser également la police judiciaire et de la mettre sous la houlette totalement de l'intérieur. Voilà, je pense qu'on a un pouvoir effectivement qui est en train de prendre les manettes sur tout, de maîtriser tous les corps intermédiaires, de maîtriser les contre-pouvoirs au sein de l'État, y compris au sein de la police. Et que son objectif, c'est de poursuivre une politique délétère, en sachant pertinemment que cette politique va accroître l'exaspération sociale et la violence populaire. Mais il n'y a pas, du côté des syndicats policiers, un ras-le-bol, justement, on l'avait vu, d'être utilisé tous les week-ends, c'était le cas pendant les Gilets jaunes, de cette violence aussi qui ne fait qu'augmenter, parce qu'ils sont aussi victimes de cette violence, les policiers. Est-ce qu'il n'y a pas un moment... une prise de conscience syndicale pour dire on n'est pas là pour ça, c'est pas notre métier. Alors, je suis persuadé qu'il y a des gens dans les syndicats de police qui pensent comme ça. Le seul problème chez les syndicats de police, c'est qu'ils ont peur d'être dépassés par leur base. Je prends un exemple qui est arrivé souvent. Je ne sais pas si vous vous souvenez du mouvement des policiers en colère. Oui. Ce mouvement des policiers en colère, ce sont des policiers, c'était après Viry-Châtillon, et après Viry-Châtillon, c'était une voiture de police qui avait été brûlée à coups de cocktail Molotov, et il y avait eu également l'affaire de Magnanville où un couple de policiers avait été tué par un terroriste islamiste chez eux. Ça avait créé un sentiment de colère terrible, et donc vous avez des policiers qui sont arrivés dans la rue en cagoule et qui sont allés sous les fenêtres de la place Vendôme, ministère de la Justice, et qui ont dit voilà, on n'est pas content du tout. Sauf que ils n'ont pas forcément le droit de le faire comme ça. Ils peuvent le faire que par la voie syndicale, et les syndicats, ils ont eu peur. Et donc les syndicats, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus voir François Hollande. Et ils ont été voir ensuite Bernard Cazeneuve, et on leur a dit vous inquiétez pas, on va changer la loi, ça va calmer un peu la base, et vous allez pouvoir récupérer votre base. Et puis donc voilà, et puis il y a une course à l'échalote entre les syndicats de police, entre Alliance Police Nationale et d'autre part et SGP Police, et c'est au syndicat qui proposera les mesures les plus sécuritaires, les plus corporatistes, les plus violentes, que iront les suffrages en matière de syndicats. Voilà le problème aujourd'hui avec les syndicats de police. Et c'est les syndicats qui font la loi Beauvau. Vous prenez l'exemple de ce qui s'est passé cet été. Il y a eu la mort de Naël, mais il y a eu également la suite, c'est-à-dire la violence qui s'est exprimée notamment à Marseille, avec les policiers du RAID qui ont été envoyés par le ministère de l'Intérieur. Et vous avez les syndicats de police qui, après le placement en détention provisoire d'un policier à la suite de l'affaire de Eddy, vous savez, c'est ce jeune homme qui a été vraiment mutilé par un LBD 40, et on a vu du crâne, des images terribles. Qu'est-ce qu'on a vu après? On a vu un communiqué de police de syndicats comme Alliance Police Nationale et UNSA, qui est d'ailleurs plutôt une tendance plus progressiste habituellement, qui ont utilisé des mots terribles, comme nuisibles, en parlant des personnes noires ou arabes qui étaient dans les révoltes populaires. Mais surtout, ils ont dit au gouvernement nous on va se mettre en grève. Et il y a eu un acte de sédition dans ce communiqué de presse qui a sidéré toutes les institutions. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? On aurait très bien pu avoir effectivement des policiers qui ont mis en fait une arme sur la tête du gouvernement en leur disant on arrête de bosser si vous envoyez des policiers en détention provisoire pour des violences commises dans l'exercice de leurs fonctions. Qu'est-ce qu'ils demandaient les policiers à ce moment-là? Ils demandaient un privilège de violence. Ils demandaient ce dont on a parlé tout à l'heure, le monopole de la violence légitime qui n'existe pas. Il aurait pu se passer une décorrélation entre la justice et la police à ce moment-là, ce qui aurait créé d'ailleurs un séisme institutionnel encore plus important. C'est pas le cas. On va en reparler dans un instant, Ariel Halimi. Vous pouvez appeler le standard au 0826 300 300. On se retrouve dans un instant pour parler de cette violence légitime, mais aussi de la police et de la justice. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Leclerc. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. Alexis Poulain.
Et on se retrouve sur Sud Radio avec notre invité Ariel Halimi, avocat et membre du Bureau national de la Ligue des droits de l'homme. Vous pouvez bien sûr nous joindre au standard 0826 300 300 puisqu'on parle avec Ariel de l'État hors la loi, son livre pour parler des logiques des violences policières et de l'utilisation de cette violence légitime par Emmanuel Macron et par les pouvoirs en place pour maintenir l'ordre, puisque c'est ça l'idée. Est-ce que, on le disait avant la pause, la justice aussi est en train de changer de rôle quand on voit l'utilisation massive des gardes à vue, des comparutions immédiates lors des émeutes de juin, mais aussi lors des manifestations, des actes des Gilets jaunes. Est-ce qu'il y a un changement aussi de doctrine dans la justice ? Je ne crois pas qu'il y ait un changement, en tout cas historiquement. La justice, ça a toujours été ça a deux fonctions, la justice. C'est une fonction qui permet d'arrêter la violence et le cycle de violence dans la société. Parce que quand vous avez quelqu'un qui tue quelqu'un, eh bien, la justice vient dire stop, parce que sinon, il va y avoir un cycle de vengeance et de violence qui va s'instaurer. En ce sens, c'est une institution fondamentale de nos sociétés. Et en même temps, la justice, c'est une autorité, c'est un pouvoir, et elle fait partie de l'État. Et elle applique le droit qui est créé par l'État et qui a souvent pour vocation et objectif d'avoir une fonction répressive et pour justement empêcher une contestation de la population à l'égard du pouvoir. C'est aussi cette fonction. Et la justice, elle a toujours fonctionné comme ça. Les juges estiment et jugent pour réduire la violence sociale et pour réduire toute contestation à l'égard du pouvoir politique. C'est quelque chose, c'est un acquis. Hein. Donc, et c'est la raison pour laquelle quand vous avez des moments de crise sociale et institutionnelle, pendant le mouvement des Gilets jaunes, vous l'avez rappelé, mais également récemment pendant les révoltes populaires après le décès de Naël, vous avez des juges qui vont, en matière de comparution immédiate, par exemple, sanctionner beaucoup plus lourdement qu'ils ne l'auraient fait si on n'était pas dans une crise sociale. Vous avez des procureurs qui vont poursuivre beaucoup plus de gens qu'ils ne l'auraient fait dans un temps qui n'est pas une crise sociale. Alors ça peut s'expliquer par le fait qu'il y a plus de violence. En revanche, rien n'explique que pour une même infraction, les juges vont mettre des peines d'emprisonnement complètement délirantes, sauf à vouloir montrer au reste de la population que voilà ce que vous risquez. Et donc à essayer de prendre le rôle de finalement représentant ou de l'ordre public. C'est pas le rôle de la justice de faire ça, d'un point de vue institutionnel. La justice, elle est là pour appliquer la loi. S'il y a une infraction qui est commise, on détermine le quantum de la peine en fonction de la personnalité de l'individu. Et si vous voyez une différence entre un moment lambda et un moment de crise, c'est que les juges estiment qu'ils ont ce rôle-là. Et c'est un vrai sujet, c'est un vrai problème, parce que la justice ne devrait pas avoir ce rôle visant à tempérer les excès de l'opinion publique. C'est pourtant ce qu'on voit ces derniers mois. Et vous parliez de crise sociale, elles ne font que s'enchaîner, se multiplier, ces crises sociales. Est-ce que c'est pas aussi une façon de gouverner pour avoir du toujours plus sécuritaire, en disant, voyez, j'ai raison, regardez, il y a tellement de violence qu'il faut absolument déployer davantage de moyens pour l'autorité, l'ordre. C'était les mots d'ordre d'Emmanuel Macron, d'ailleurs, l'ordre, après les émeutes de juin. Est-ce que c'est pas aussi une façon de pousser le curseur toujours plus loin dans la logique sécuritaire? Je crois qu'il y a un caractère un peu autoprophétique. Je ne sais pas si c'est volontaire ou pas. Toujours est-il que c'est la conséquence. Plus on réprime, plus on use de la violence par l'État ou par ses représentants, plus on aura de violence sociale. Ce n'est pas en tapant sur un enfant qu'on l'éduque et qu'on va créer un enfant sage. C'est tout l'inverse. On s'en est rendu compte avec des siècles de pédagogie. C'est un peu pareil par rapport à l'État. Il estime que c'est les représentants de l'État s'estiment dans un rôle paternaliste d'éducation du bon peuple. Et en tapant sur le bon peuple, il va se calmer.
c'est tout l'inverse qui se passe. Mais pire encore, parce qu'on entend souvent dans la parole des responsables politiques le déni en fait de la violence d'État. Pour Emmanuel Macron, il n'y a pas de violence policière, on le disait tout à l'heure. Il parle de la violence sur les réseaux sociaux, il ne parle jamais des mutilés, des gilets jaunes, il ne parle jamais de ce qui s'est passé lors des manifestations volontairement. C'est un déni volontaire et grave, parce que finalement, il y a un déséquilibre. Il y a un double mouvement. La première affirmation et croyance, c'est qu'il y a de plus en plus de violence dans la société. C'est faux. Quand on regarde les chiffres de criminologie, les atteintes aux personnes, par exemple, ne cessent de se réduire. Il y a de moins en moins de crimes de sang dans la société au fur et à mesure des années, contrairement à ce que l'on peut croire ou entendre. Et puis, effectivement, vous avez ce dont vous parlez, c'est-à-dire le déni à l'égard de l'expression de la violence illégale par l'État lui-même. Mais ce déni, il est logique finalement, il est normal. C'est que à partir du moment où on reconnaît l'usage d'une violence illégale par l'État, si l'État devait le reconnaître, il remettrait en cause sa propre légitimité et autorité. Ouais. Il devrait se remettre en question. Mais les violences policières, ça touche au cœur même de l'État. Pourquoi ? Parce que finalement, l'État s'est construit avec une croyance qu'il disposait d'une asymétrie de violence. Et si on remet en cause l'existence de cette asymétrie, c'est-à-dire ce fameux monopole de violence légitime, si on met en exergue l'expression de la violence disproportionnée de ces dernières années, eh bien, c'est l'État lui-même et le pouvoir qui est remis en question. Et donc, on touche vraiment au cœur même du réacteur nucléaire. La légitimité du pouvoir. C'est ça. Oui. C'est ça. Et je pense qu'il y aurait une autre façon de concevoir le pouvoir. Est-ce qu'on a les chiffres, en fait, du nombre de victimes de violences policières ? Malheureusement, non. On a quelques chiffres, notamment, qui sont issus des rapports annuels de l'Inspection Générale de la Police Nationale. C'est la police des polices. Chez qui on vient normalement pour déposer plainte, même si c'est pas une obligation, on peut aller dans n'importe quel service, mais comme on n'est pas reçu dans les commissariats quand on veut déposer plainte contre un policier ou contre un gendarme, eh ben on va plus habituellement à l'IGPN, l'Inspection Générale de la Police Nationale. Et on a un rapport et on a quelques chiffres des plaintes, on voit qu'elles ont quand même augmenté. En revanche, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice n'a pas de chiffres des violences commises par les personnes dépositaires de l'autorité publique. C'est volontaire ? Je pense que c'est volontaire. On ne veut pas avoir un thermomètre. Comme on casse des thermomètres, on peut ne pas les créer également. Et je crois profondément qu'aujourd'hui, l'État ne souhaite pas qu'on sache... Mais on n'a pas le nombre de procédures IGPN ? Il n'y a pas de statistiques. Alors, de procédures IGPN... Oui, on les a. Et d'ailleurs, on les a dans le rapport de l'IGPN. Le nombre mais comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, il y a que 50 de l'IGPN en France. C'est-à-dire que vous êtes dans un coin de la France, vous n'allez pas pouvoir aller déposer plainte directement à l'IGPN parce qu'il n'y a pas d'antenne IGPN dans votre ville. Donc vous essayez de déposer plainte auprès du commissariat ou de la gendarmerie ou par l'intermédiaire du procureur de la République avec un avocat. Quand vous le faites. Oui, quand vous le faites. La plupart du temps, les gens ne déposent pas plainte contre les policiers parce qu'ils pensent que ça n'aboutira pas. Et pour cause, ça a très peu de chances d'aboutir. Ce dont on n'a pas parlé, c'est le traitement judiciaire des violences policières. Ouais. C'est fondamental. C'est que pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas de chiffres véritables et pourquoi il n'y a pas énormément de poursuites ? Bon, il y en a de plus en plus. Parce qu'il y a une pression aussi. Parce qu'il y a une pression des avocats, des militants, parce qu'il y a eu de plus en plus de violences policières dans le maintien de l'ordre ces dernières années. Mais globalement, on a un traitement judiciaire qui relève du classement sans suite et du non-lieu. C'est-à-dire les procureurs classent sans suite. Les juges d'instruction émettent des non-lieux. Les juges relaxent. Pourquoi ? Parce que, pour plusieurs raisons. D'abord parce que les procureurs sont les patrons, finalement, les superviseurs organiques des policiers. Donc ils ont plutôt tendance à protéger les policiers qu'ils ont sous leurs instructions. Parce que la justice ne fonctionnerait pas sans les policiers. C'est grâce à la police qu'il peut y avoir des investigations, qu'il peut y avoir des interpellations, qu'il peut y avoir des exécutions de jugement. Donc, évidemment, c'est compliqué pour la justice d'aller à l'encontre d'un bras armé, de poursuivre des policiers. Ouais. Et on a vu ce qui s'est passé cet été. Les policiers ont dit on arrête de bosser si vous nous mettez en prison. C'est clairement et assumé.
Donc, et puis on a aussi toute une croyance dans l'administration judiciaire auprès des juges que les policiers ne devraient pas être jugés comme les autres. Et ça, c'est toute une culture qui doit être changée. C'est un peu comme l'évolution en matière de violences faites aux femmes ou de violences sexuelles. Il y a toute une éducation à faire des juges, et c'est ce sur quoi on travaille depuis un petit moment. Mais c'est compliqué, c'est-à-dire que là, on part de très loin. L'idée, c'est qu'il y a un peu une sorte de droit spécial pour les policiers qui font ce métier particulier. Objectivement, moi, en tant qu'avocat, je le vois. Hein, je vois des jugements qui sont ni faits ni à faire, qui sont mal motivés. Je vois des enquêtes où il n'y a pas d'enquête. On refuse de faire l'enquête. Et quand on demande, nous, faites tel ou tel acte, je sais pas, moi, faites une expertise, faites une investigation, faites une expertise. On nous dit non, et on fait en sorte d'éviter que ça se déroule. Quand je vous dis qu'on a des bâtons dans les roues massif dans ces instructions. Le problème, c'est qu'à la fin, quand il y a un sentiment d'impunité au sein de la police, eh bien, il y a une tendance à réitérer. Ou globalement à penser qu'on est couvert, protégé. Aujourd'hui, la multiplication des procédures IGPN fait qu'il y a quand même moins ce sentiment d'impunité, non, de la part des policiers. Je peux pas vous dire. Je connais pas suffisamment le corps policier pour... Je crois que les policiers se sentent trahis par la justice. Ça, j'en ai l'intime conviction, parce que je discute avec des policiers, ils me le disent, ils sont trop durs avec nous, ils sont trop mous avec les délinquants. Ce sont des perceptions, ce sont des croyances, je pense. Moi, je suis persuadé que si on prenait en considération cette parole que nous portons quand on est avocat, quand on défend les droits humains, lorsqu'on défend les victimes de violences policières, et qu'on mettait le holà à certaines pratiques et qu'on réglait certaines choses dans la formation et dans le recrutement, je suis persuadé qu'on s'en sortirait beaucoup mieux, que des policiers seraient moins poursuivis, qu'il y aurait moins de risques judiciaires et qu'on aurait une société beaucoup moins violente finalement. Alors justement, on a un policier avec nous, Bruno, qui est en ligne et qui souhaiterait poser une question. Bonjour Bruno. Oui, bonjour. Merci de prendre mon appel. J'écoutais avec attention les propos de M. Halimi, dont je comprends la position. Pour autant, je suis absolument pas d'accord avec tout ce qui a été dit, en ce sens que d'une part, les policiers comme les gendarmes, dans l'immense majorité, sont tous des gens épris de justice et des républicains qui ont une pleine conscience des limites de l'exercice qui est le leur lorsqu'ils sont en service, et qui ont surtout, pour l'immense majorité d'entre eux, la peur au ventre d'un quelconque dérapage. Il faut bien que les gens soient conscients du fait que aujourd'hui, exercer la fonction de policier ou celle de gendarme, c'est un exercice difficile au quotidien, où on est tout le temps en train de flirter avec les limites qui sont imposées par la loi et le règlement. Ceci posé, je voulais d'abord revenir sur cette notion de violence légitime, telle que Maître Halimi l'a posée. Je suis d'accord avec lui en ce sens que toute violence, par nature, n'a pas à être légitime. Sur le principe, je suis tout à fait d'accord. Ceci dit, il y a une notion qu'il a volontairement tue, c'est la coercition. Le rôle d'un policier et l'obligation qui est faite à un policier, c'est lorsqu'il a connaissance ou lorsqu'il constate un délit ou un crime, il a l'obligation de faire cesser l'infraction. Et s'il ne le fait pas, on peut le poursuivre. Or, ce que mon expérience de 35 ans d'exercice m'a démontré, c'est que dans 99,9% des cas, les auteurs de crimes comme les auteurs de délits savent ce qu'ils font. Vous pouvez tourner le problème dans tous les sens, les gens savent ce qu'ils font. Une fois qu'ils ont commis l'acte, ils vont essayer de toutes les manières possibles de se dédouaner. Bruno, merci. On va répondre, on va marquer une pause. Maître Halimi va répondre à votre question. Vous restez en ligne avec nous, Bruno. On doit marquer une courte pause et on répond à cette question et on continue le dialogue. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Leclerc.
Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. Alexis Poulain. Et on se retrouve avec notre invité, l'avocat Ari Halimi, membre du Bureau national de la LDH, et Bruno, policier, qui est en ligne, qui vous posait une question et qui aussi avait cette remarque de dire que, mais attendez, nous on est là pour quand même assurer la sécurité des personnes et l'ordre, et en face on a des gens qui savent très bien qu'ils font un crime, qui commettent des délits. Alors je pense pas qu'on dise des choses différentes, Bruno. La première chose, je pense avoir dit dès le départ que la plupart des policiers ne commettaient pas des actes de violence, et encore moins volontairement. Donc on se rejoint là-dessus. Ce que je disais, c'est que ça émanait de l'institution, de la formation, de la recrutement, et qu'il pouvait y avoir des dérapages. Ces dérapages étaient de nature systémique parce qu'ils émanaient de l'État. Hein. La deuxième chose, je suis pas sûr, en revanche, que tous les criminels sachent ce qu'ils font. D'ailleurs, en criminologie, on parle de délinquance rationnelle ou de criminalité rationnelle ou pas. Il y a des personnes qui ne savent pas véritablement ou qui n'ont pas une intention particulière. Et enfin, sur la coercition, qui pourrait expliquer qu'il y aurait finalement un privilège pour les policiers, j'ai deux choses à vous dire. La première chose, c'est que n'importe quel citoyen, lorsqu'il est face à un délit ou à un crime, a le droit, au titre du Code de procédure pénale et du Code pénal, d'intervenir et de mener une personne vers le commissariat. Évidemment, et fort heureusement, ça ne se passe pas tous les jours. Mais ça montre simplement que c'est une prérogative qui appartient à tout le monde, et même un citoyen qui assiste à un crime a l'obligation, sauf à être poursuivi, comme vous le disiez tout à l'heure, d'intervenir pour empêcher ce crime. C'est ce qu'on appelle un non-empêchement de crime, c'est une infraction en soi. Et la dernière chose que je voulais vous dire, s'agissant de la coercition, qui n'est pas pour moi un privilège particulier, c'est que même quand vous allez mettre les menottes, et beaucoup de policiers ne le savent pas, figurez-vous, c'est l'article 803 du Code de procédure pénale, vous avez l'obligation de respecter la nécessité et la proportionnalité. Vous ne pouvez pas mettre les menottes systématiquement à une personne. La personne qui accepte de vous suivre, eh bien vous n'allez pas le menotter. Et moi je vois souvent des policiers qui sont interloqués quand je leur dis ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux conditions qui sont les mêmes que sur n'importe quel acte de violence, à savoir la nécessité et la proportionnalité, qui sont les faits justificatifs. Voilà pourquoi je vous dis que, bon, on ne dit pas totalement des choses différentes, mais sur ce point-là, je ne suis pas d'accord avec vous sur le fait qu'il y aurait un privilège de violence du simple fait de la coercition. Bruno ? Alors, j'entends, mais là encore, je ne partage pas votre analyse. Pourquoi ? Je vais élargir le débat quelques instants avant de revenir sur un point particulier. De mon point de vue, qu'est-ce qu'une bonne gouvernance ? Une bonne gouvernance, c'est le maintien de deux paradigmes antagonistes qui sont d'une part l'intérêt général et d'autre part les droits de l'individu. Ce qui se passe depuis une quarantaine d'années, c'est que au nom des droits de l'individu, au nom de la liberté d'expression, de la liberté de penser, etc., les gouvernements successifs ont d'une part déséquilibré au fil du temps ces deux paradigmes au bénéfice des droits de l'individu. Quand on regarde bien ce qui se passe lorsqu'un individu aujourd'hui commet une infraction, quelle qu'en soit la nature, la plupart du temps, c'est parce qu'il va considérer que, parce qu'il va s'arroger le droit d'eux, parce qu'il va penser que, au nom de sa conviction personnelle, et du coup, il va se mettre en infraction. Ça, c'est un fait. Sauf que, ce que l'on attend de la puissance publique, c'est que, d'une part, elle réponde à ces infractions, et qu'elle réponde dans l'instant, avec une notion d'immédiateté la plupart du temps. C'est pour ça qu'il existe police secours. Et, dans le même temps, il faudrait pouvoir le faire sans qu'il y ait un usage d'une violence coercitive. Je ne vais pas employer le terme de violence légitime. Sauf que, comment voulez-vous que ce soit rendu possible, c'est-à-dire comment voulez-vous que les policiers et les gendarmes exercent les fonctions qui sont les leurs sereinement à partir du moment où, pour diverses raisons, le système est devenu défaillant. Je vais vous donner un exemple. On parle beaucoup ces derniers mois de violences policières, de la remise en cause de l'usage, par exemple, dans les doctrines de maintien de l'ordre, du LBD, etc., etc. C'est bien, j'entends tout ça. Tous nos collègues entendent ça. Sauf que la réalité,
c'est que dans tous les pays européens et dans les pays occidentaux, le ratio de places de prison, c'est en moyenne 1% de la population. Quand en France, on est à 0,1%. Premier constat. Deuxième constat, un principe fondateur de notre droit consiste d'une part à poursuivre un délinquant pour un fait commis, et s'il est reconnu coupable, en théorie, je dis bien en théorie, il est censé réparer le préjudice qu'il a occasionné. Pour dire les choses clairement, le citoyen lambda qui est inséré dans la population de travail, etc., il commet un homicide volontaire parce que, par exemple, il a fait un chantier d'électricité au black, et puis la maison a brûlé, et puis il y a des victimes, il sera reconnu coupable, et derrière, sur les intérêts civils, personne n'aura d'état d'âme, parce que cet ouvrier vend sa maison pour payer les dommages qui sont la conséquence de son acte. Mais le délinquant, le jeune, dans un instant 70 vols de voiture... Ça, c'est une question plus sur la justice, in fine. Non, la place de la justice et de la répression. Alors, la justice, certes, elle est en filigrane. Moi, ce dont je vous parle, c'est de ce que l'on attend du policier ou du gendarme lorsqu'il est face à la commission de l'infraction. Le jeune qui lui va voler une voiture, vous avez une réponse à ça, Ariel Halimi ? Il ne va pas réparer son préjudice. On va donner la parole à notre invité, Maître Halimi. Je vous en prie. En fait, effectivement, on attend de la police. D'abord, il y a plusieurs fonctions à la police. Il y a pas, c'est assez rare qu'un policier se retrouve directement face à une infraction. Ça arrive, puis ils peuvent être appelés et ils peuvent venir sur l'infraction. Mais il y a aussi des fonctions d'investigation. C'est aussi ce qu'on attend de la police, de résoudre les affaires judiciaires lorsqu'il y a des délits ou des crimes. Mais si vous parlez de cette situation qui est finalement assez faible, où vous avez un policier qui est face à une infraction et qui va l'arrêter, on attend simplement qu'il respecte le code. En tout cas, c'est ce que je pense, comme de n'importe quelle personne qui est face à lui. On attend que tous respectent la loi de la même manière. Et la loi, elle est claire et précise. Non, il n'y a pas de violence légitime. Ça n'existe pas dans le code. Il y a une violence qui est a posteriori légitimée par des juges, éventuellement si elle a été exécutée dans le cadre des règles, à savoir absolue nécessité, proportionnalité, péril imminent, c'est ce qu'on appelle la légitime défense. Et je crois que toutes ces croyances font que, quand un policier se retrouve face à quelqu'un qui vient de commettre une infraction, il peut commettre lui-même une infraction parce qu'il a cru qu'il avait le droit d'exercer une violence qui était illégitime. Voilà, c'est ce qui parfois amène à des drames parce que c'est difficile d'être policier, c'est difficile d'être dans ce cadre-là, d'organiser la loi. Je rappelle votre livre, L'État hors la loi, logique des violences policières aux éditions de la Découverte. Merci Bruno pour votre appel, merci à vous toutes et tous d'avoir suivi cette émission. On se quitte, mais vous restez sur Sud Radio. Tout de suite, Brigitte Lahaie, c'est un autre sujet, on ne sera pas dans les violences policières cette fois-ci. À bientôt sur Sud Radio. C'est Céline Alonso, je vous souhaite de joyeuses fêtes avec Sud Radio. Bonne fête avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Machine